Je voudrais consacrer mon propos à pointer un certain nombre d'atteintes au droit, de coups portés au droit, de régression du droit provoquées par ce débat autour de la laïcité et provoquées par, il faut appeler les choses par leur nom, l'islamophobie qui préside à ces débats. Si j'en citerai 5, ce n'est pas parce que ce sont les 5 seuls, je n'ai pas fait une recension complète, mais ça me semble assez significatif, ça me semble montrer une cohérence d'ensemble, et comme tout ce qui est cohérent, ça suppose d'être compris et analysé. Alors, la première remarque, c'est que la laïcité n'est plus ce qu'elle était. Elle n'est plus ce qu'elle était avant 2004. Autrement dit, il y a eu dans la conception française de la laïcité un changement de paradigme à l'occasion de la loi du 15 mars 2004. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, je vais expliquer pourquoi je le dis, mais ce fait est reconnu, l'expression changement de paradigme, je l'emprunte au rapporteur socialiste de la récente proposition de loi anti-nounou voilée, qui s'appelle Alain Richard, au Sénat, et évoquant l'histoire de la laïcité et son histoire récente et la loi anti-foulard de 2004, il disait « Nous avons changé le paradigme de la laïcité ». Pourquoi changer le paradigme ? Bien, parce que la laïcité à la française, le principe même de la laïcité, et Saïd Bouamama vient de rappeler ces choses, concernait l'attitude de l'État à l'égard des religions. Et la loi de 1905 qui sépare les églises et l'État, et puis il y avait les lois antérieures sur, par exemple, la laïcité de l'école, ce sont des lois des années 1880, qui prévoyaient que l'enseignement était laïque, que les enseignants devaient être des laïcs et non des prêtres, que les locaux devaient être neutres du point de vue religieux, que les programmes d'enseignement devaient l'être également, etc. Autrement dit, la laïcité était, et elle l'est dans son principe, elle l'est dans ses définitions les plus essentielles, la laïcité était un ensemble de règles, de contraintes s'imposant à l'État et nécessaires pour que cet État garantisse un certain nombre de libertés publiques, en particulier les libertés qui s'attachent à l'exercice des cultes, à la liberté de conscience. Or, la loi de 2004 fait autre chose et fait positivement le contraire, puisqu'elle va, au nom prétendu de la laïcité, au nom de la laïcité, dit-elle, imposer des obligations non pas à l'État, non pas aux prestataires du service public, mais aux bénéficiaires du service public, au public lui-même. Ça, c'est une nouveauté absolument radicale. Si on ne mesure pas à quel point on a, à cette occasion, changé la définition même de la laïcité, alors on ne comprend pas ce qui s'est passé. Dans les différentes versions qu'on peut envisager de la laïcité, il y a le fait que l'État ne va pas s'occuper de ce qu'il y a dans la tête des gens. On peut le formuler de 1000 manières différentes, mais on en revient toujours à ça. Liberté de conscience, liberté de culte, que ce soit public ou que ce soit privé. Or, voilà que désormais, au nom de la laïcité, l'État va se mêler de savoir ce qu'il y a dans la tête de bénéficiaires du service public, va savoir ce qu'il y a dans la tête de citoyens, et pire encore, de citoyens qui n'ont même pas les moyens juridiques de s'exprimer, puisque dans la plupart des cas, il s'agit de jeunes filles mineures, que sont les lycéennes et les collégiennes. Alors, dans la litanie que je vais défiler, c'est la première,
de ces atteintes au droit, c'est-à-dire de coups de canif donnés à un équilibre juridique construit autour de la préservation des libertés publiques. La deuxième atteinte au droit, elle résulte de la même loi du 15 mars 2004. Elle touche la notion de service public. Alors elle le touche sans le dire, elle le touche simplement en le faisant. Le service public, c'est un ensemble de services, comme le nom l'indique, un ensemble de prestations fournies par la puissance publique, par l'État, ou ses démembrements, pour le public en général. Il y a un service public, il y avait, ça n'existe plus maintenant, mais il y avait un service public de la Poste, par exemple. Aujourd'hui, on a privatisé la Poste. Mais même en privatisant la Poste, on a imposé aux entreprises désormais privées des postes et des télécommunications des obligations de service universel. C'est-à-dire que, par exemple, quelle que soit l'adresse que l'on habite, on a le droit de se voir distribuer le courrier qui est adressé à cette adresse. Ça s'applique à tout le monde. Même la privatisation de la Poste n'a pas mis en cause ce fait que, quelle que soit votre adresse, il y a un facteur pour vous y distribuer le courrier. Quelle que soit votre adresse, vous pouvez être raccordé à l'électricité ou au réseau de télécommunications. C'est du service public. Service public de la police. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez en principe droit à la protection de la police. Alors on sait comment ça marche ou comment ça ne marche pas. On sait même souvent comment ça ne marche pas. Mais le principe est bien celui-là. Service public de la justice. Qui que vous soyez, vous avez accès aux tribunaux. Service public de l'éducation nationale. Qui que vous soyez, vous avez accès à l'école. Ah, objection. Voilà que le service public va pouvoir choisir son public. Voilà un service public qui ne sera pas donné à l'ensemble du public, mais dont seront privées les jeunes filles musulmanes qui portent le foulard. Là encore, c'est une régression du droit dont on mesure mal la portée. C'était un des mots d'ordre les plus populaires du collectif Une école pour tous, à laquelle Ismaël rappelait tout à l'heure que nous avons participé, chacun de nous trois. Service public, choisis pas ton public. Quand on disait service public, choisis pas ton public, ça voulait dire ne prenons pas une loi dans laquelle il n'y aurait plus de service public véritablement public en matière scolaire, puisque le service public pourrait choisir son public, décider que telle ou telle fraction de la population n'y a pas droit, comme si on disait que certaines fractions de la population n'ont pas le droit à ce que le courrier leur soit distribué, ou n'ont pas droit à ce que les tribunaux leur soient ouverts. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça concernait quelques centaines de lycéennes, mais le fait est que derrière cette anecdote du service public de l'éducation nationale qui se permet de ne pas recevoir un certain nombre de jeunes filles, il y a, pour la première fois dans l'histoire de France, je crois, une situation dans laquelle le service public cesse d'être le service public. Je dois dire que si ça n'a jamais été exprimé comme tel, un certain nombre des promoteurs de la loi de 2004 en étaient parfaitement conscients. Or, il se trouve qu'on a cette particularité de l'instruction publique, qu'il existe des écoles privées. C'est-à-dire que si chacun et chacune a en principe accès à l'école publique, il est possible d'aller chercher la prestation de services d'éducation ailleurs que dans le service public et de s'adresser à des écoles privées pour le faire. Mais le service public de l'éducation nationale, de l'instruction publique, est peut-être celui auquel la tradition politique française est le plus attachée, et en particulier la tradition politique de gauche. La défense de l'école publique a toujours été un des combats les plus portés par les différents courants de la gauche républicaine en France.
eh bien il s'est trouvé une députée socialiste, députée de la Seine-Saint-Denis, ancienne ministre, pour dire à l'Assemblée nationale, lorsque l'on votait, lorsque l'on discutait cette loi de mars 2004, que ces jeunes filles ne seraient pas privées d'école, puisque de toute façon, elles pourraient aller dans les écoles publiques, dans les écoles privées, pardon, que la loi ne s'appliquait qu'aux écoles publiques. C'est Madame Guigou. Là encore, on mesure mal la portée d'une affirmation comme celle-là. Qu'une ancienne ministre socialiste puisse dire « ça n'est pas grave de les priver de l'école publique puisqu'elles auront droit à l'école privée », ça signifie que pour les besoins misérables de cette loi misérable, on a mis en œuvre un principe énorme. On a modifié, alors je l'ai dit tout à l'heure dans le cas du changement de paradigme, c'est-à-dire d'imposer la laïcité au public lui-même et non pas seulement à l'État, mais là, c'était une chose qui était difficilement généralisable. Par contre, en décidant que tel service public peut choisir son public, on a créé un précédent dans lequel il sera toujours possible de s'enfoncer. Le jour où une administration refusera ses services à certains citoyens, devant les tribunaux administratifs, il ne sera pas possible de faire valoir le principe général suivant lequel le service public s'applique en général à tous les citoyens, puisqu'il existe une exception. Et l'exception, contrairement à ce qu'on dit chez les grammairiens pressés, l'exception ne confirme pas la règle. L'exception infirme la règle. S'il y a une exception, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais ça n'est pas tout. Je voudrais évoquer maintenant une troisième atteinte au droit, une troisième régression du droit, un troisième coup porté par la phobie systématique de l'islamophobie contemporaine. Là, c'était à l'occasion d'un autre débat, d'une autre loi. Je sors de la loi de 2004 et j'entre, après la loi anti-foulard, dans la loi anti-burqa. Vous vous rappelez ces débats à l'Assemblée nationale et au Parlement qui ont conduit à interdire le port dans l'espace public. En fait, c'était prévu pour le niqab, mais concrètement, ce qui a été dit, c'est le port de toute tenue par lequel on dissimule son visage. Et il y a eu toute une campagne de publicité suivant laquelle la République se vit à visage découvert, etc. Bien. Je passe sur l'absurdité de cette loi, d'autant que j'ai été amené ici même à en parler il y a 2 ans, quelque chose comme ça, à l'époque où cette loi était en discussion. Mais je voudrais revenir sur un point que j'avais esquissé à l'époque, c'est que pour pouvoir promulguer cette interdiction, il fallait se fonder sur le droit. L'Assemblée nationale, et le Parlement d'une façon générale, l'Assemblée nationale et le Sénat, ne peuvent pas tout faire. Ils sont pris à l'intérieur de règles générales du droit, de principes généraux du droit, qui s'imposent à eux et qui sont protégés en principe par la sanction du Conseil constitutionnel. Et ça n'est pas la première fois que le législateur envisage des interdictions générales. D'une façon générale, le Conseil d'État a toujours censuré les règlements qui imposaient une interdiction de caractère général, sauf si cette interdiction de caractère général était fondée sur des motifs d'ordre public. De là est né, c'est une petite parenthèse que je fais là, mais de là est né dans notre culture juridique toute une théorisation de ce qu'est l'ordre public. Et l'ordre public, c'est, par principe, un ensemble de considérations matérielles. Par exemple, la préservation du public de choses qui pourraient le troubler gravement. Ce sont des raisons d'ordre public qui font que l'on doit annoncer un rassemblement lorsqu'on le tient sur la voie publique, parce qu'il faut bien que l'administration prenne les mesures nécessaires pour régler la circulation ou des choses comme ça.
mais il n'y avait aucun critère d'ordre public qui puisse s'appliquer au fait de dissimuler ou pas son visage. Il est difficile de dire que des considérations d'ordre public font qu'il faut qu'on montre son visage à tout venant. Eh bien, on a inventé à cette occasion un ordre public immatériel. Le garde des Sceaux de l'époque, qui était Madame Alliot-Marie, a exposé que c'était en vertu de ce qu'elle appelait un ordre public immatériel ou un ordre public sociétal qu'il était possible au Parlement d'édicter l'interdiction projetée. Alors là encore, on pourrait dire, bon, et alors, qu'importe? Eh bien, il importe qu'une nouvelle catégorie d'ordre public a été édictée, que cette catégorie d'ordre public s'appelle ordre public sociétal ou ordre public immatériel, et qu'il est possible à partir de là de prendre n'importe quelle loi qui appliquerait cette catégorie d'ordre public immatériel. On ne pourra plus dire « Attention, il est impossible à l'État d'édicter telle ou telle interdiction parce qu'il n'y a pas de règle d'ordre public, car l'État pourra toujours dire « Si, c'est de l'ordre public sociétal, de l'ordre public immatériel, autrement dit, de l'ordre public invérifiable. » Et là encore, nous avons une atteinte au droit qui ne se voit pas trop. La seule chose qu'on a vue, c'est que les femmes qui portent le niqab n'ont désormais pas le droit de le porter dans l'espace public. C'est déjà une grosse atteinte au droit, c'est déjà une atteinte aux libertés publiques, mais c'est une atteinte aux libertés publiques qui est limitée, cadrée dans le temps. Ce qu'on ne voit pas, c'est que pour pouvoir promulguer cette atteinte au droit, pour pouvoir promulguer cette atteinte aux libertés publiques, on a fabriqué un instrument énorme, et un instrument capable de porter atteinte à de nombreuses autres libertés publiques que celle de se promener le visage couvert, ce dont je pense, pour ce qui me concerne, que c'est en effet une liberté publique, qu'il est en effet injuste de l'interdire, mais que ce n'est pas en soi d'une gravité catastrophique. C'est grave pour un nombre limité de personnes, etc. Ça suffit pour dire que cette loi est injuste, mais les principes qu'on a mis en œuvre pour prendre cette loi injuste permettraient d'en prendre de beaucoup plus injustes et de beaucoup plus générales que celle-là. Quatrième chose, quatrième coup, atteinte, régression du droit, ça porte sur la notion d'espace public. Alors là, je vais un petit peu raccourcir mon propos, puisqu'il se chevauche pour une part avec ce qu'a dit Saïd Bouamama tout à l'heure. Il s'agit maintenant de la loi anti-nounou, qui n'est pas une loi à proprement parler, puisque c'est juste une proposition de loi faite par le Sénat. Autrement dit, ça ne s'applique pas. Pour que ça s'applique, il faudrait que ça passe devant l'Assemblée nationale, et il n'est pas du tout certain que ça passe un jour devant l'Assemblée nationale. Mais ça donne une idée de l'état d'esprit du législateur. Dès que la gauche a eu la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, au lieu de s'occuper de lois ou de dispositions qui correspondraient à ce qu'est sa vocation dans le domaine social ou autre, ils ont adopté cette proposition de loi-là. Et dans cette proposition de loi, vous vous rappelez qu'il serait interdit aux femmes voilées d'exercer le métier de nounou à domicile. Autrement dit, on va mettre, je ne dis pas pratiquement, je ne dis pas dans la réalité matérielle des faits, mais on va faire comme si on mettait, on va installer une fiction de télésurveillance au domicile des gens. C'est-à-dire que non seulement le législateur se préoccupe de ce que l'on fait en public, expression qui a beaucoup plus de signification que dans l'espace public, il va se préoccuper maintenant de ce que l'on fait en privé, et donc va faire empiéter les règles de loi prévues pour l'espace public, les faire empiéter dans l'espace privé, c'est-à-dire faire recouvrir l'espace privé par le public, c'est-à-dire faire disparaître l'espace privé.
là encore, c'est une chose absolument énorme. Et là aussi, on peut s'en scandaliser à juste titre pour les raisons qui ont été poursuivies, pour les buts qui ont été poursuivis. Le but d'aller traquer une fois de plus les femmes musulmanes, comme si on ne les avait pas assez traquées comme ça, avec cette particularité qu'on trouve maintenant des nounous à domicile voilés, qui ont été lycéennes voilées, qui ont subi la répression lorsqu'elles étaient lycéennes et qui continuent de la subir maintenant qu'elles sont mères de famille, après qu'on les ait empêchées d'aller chercher leurs gosses à l'école ou de les accompagner dans les sorties scolaires. C'est-à-dire qu'on a un public qui est visé, revisé, survisé, surmatraqué dans cette histoire. Mais, fin de la parenthèse, voilà donc que l'espace public vient se surimposer à l'espace privé, vient tendre à faire disparaître l'espace privé dans ce qu'il a de privé. Il faut bien voir que les notions d'espace public et d'espace privé sont des notions de journalistes, hein. Ce sont des notions de concierges. Ce ne sont pas des notions juridiques. Il n'y a pas de texte de loi qui vous dise voilà ce qu'est l'espace privé, voilà ce qu'est l'espace public. Et quand Saïd Bouamama tout à l'heure évoquait des lieux qui sont à la fois publics et privés, comme un restaurant, bien, c'est un lieu privé puisqu'il appartient au restaurateur, c'est un lieu public puisqu'il reçoit du public. Il y a tout un tas de lois sur les établissements recevant du public. Je suppose qu'ici, les pompiers peuvent passer pour vérifier, dans la mesure où on reçoit du public, que les conditions de sécurité sont réunies, etc. Donc est-ce que ce lieu-ci est public? Est-ce qu'il est privé? Bah, il est dans un sens l'un, dans un sens l'autre. C'est pas toujours très clair. On n'a pas le droit de publier une photographie de quelqu'un quand elle est prise dans sa vie privée. Mais quelqu'un qu'on a surpris dans la rue, il est dans sa vie privée. On ne peut pas publier une photographie de vous si vous vous promenez dans la rue et que le photographe vous a surpris, pas plus que si vous avez surpris chez vous. Parce que quand on est dans la rue, quand on va acheter sa baguette de pain, on est dans sa vie privée. La rue est pourtant bien un espace public, mais on vit dans l'espace public sa vie privée. L'espace public, c'est l'espace du public, l'espace auquel le public a accès. Ça n'est pas l'espace privé de l'État. Ça n'est pas l'espace qui appartiendrait au public avec un P majuscule. Il appartient au public avec un P minuscule. Il appartient à tout un chacun, à vous et moi. Mais en est-il de même du domicile? Alors là, les choses sont très claires. Nos domiciles ne sont pas des lieux ouverts au public, même si nous avons des amis, même si nos portes sont ouvertes, et même si nous sommes accueillants. Lorsque l'on est chez soi, on est chez soi. La loi protège l'intimité de la vie privée. Elle protège en particulier l'intimité du domicile. Ça va très loin. Un juge d'instruction et les officiers de police judiciaire ne peuvent pas à tout moment pénétrer chez vous. Il y a besoin de précaution, il y a besoin de formalité, de formalisme. Le domicile, il est protégé. Il cesse de l'être à partir du moment où on dit telle ou telle tenue vestimentaire sont prohibées chez vous. Je passe sur l'absurdité qui aura fait rigoler la plupart des gens qui se sont intéressés à cette histoire en connaissance de cause. C'est que la nounou, quand elle est seule avec le gamin de 18 mois, il n'y a pas de raison qu'elle porte son foulard sur la tête en général. Hein. Donc la question se pose peu, même si peut y avoir des circonstances dans lesquelles quelqu'un peut rentrer à la maison, etc. Mais l'image d'Épinal de notre législateur, c'est la femme voilée, elle a son voile qui est greffé sur sa tête, et donc elle le porte nécessairement quand elle est chez elle, et nous voulons nous opposer à cela. Voilà donc un quatrième registre dans lequel une atteinte est portée à un principe général du droit qui est ici celui de la protection de l'espace privé dans lequel se vit la vie privée et du domicile en particulier. Et puis, je vais prendre un dernier exemple, je vais le prendre encore dans la loi anti-nounou, et il concerne cette fois le Code du travail. La loi prévoyait, la proposition de loi adoptée par le Sénat prévoyait qu'il pouvait être dérogé
à l'obligation de neutralité imposée aux nounous à domicile, si c'était prévu dans le contrat de travail. Et là, on arrive à une chose absolument terrible, c'est que le droit du travail fait de la discrimination un délit. Un délit, c'est-à-dire on peut être conduit devant le juge d'instruction pour provoquer de la discrimination au travail. Et on prévoit là une règle de discrimination légale. On prévoit que dans le contrat de travail, il sera écrit ou pas, j'ai le droit d'avoir telle et telle conviction religieuse, d'avoir tel et tel comportement religieux. Ce qui est mis en cause là, c'est le principe général de non-discrimination du droit du travail. C'est un principe général énorme. Il fait partie de ceux qui fondent le droit du travail. Personne n'a vu dans cette disposition un des éléments du détricotage du droit du travail auquel le gouvernement s'applique depuis des années, mais c'en est un. C'en est un qui passe inaperçu. Pourquoi ? Parce qu'il concerne toujours les mêmes, les femmes musulmanes qui portent le foulard. Dans la population, on se fiche un petit peu et qui n'émeut pas le grand public. Mais c'est bien ça qu'on a fait. Donc, je dois aller vite maintenant. Dernière atteinte au droit, dernier coup de canif donné à la régularité juridique des choses telles qu'elles résultent de nos usages à travers cette loi anti-nounou. Alors, dans tous les cas que j'ai évoqués, on a utilisé, ou on n'a même pas utilisé, on a construit, on a conçu, on a inventé, on a fabriqué un marteau-pilon pour écraser des mouches. Alors il se trouve que les mouches, c'est toujours les mêmes dans l'espèce. Mais pour résoudre des problèmes apparemment mineurs, on a construit des instruments juridiques énormes qui peuvent avoir des conséquences gigantesques. C'est ça que je voulais... c'est sur ça que je voulais insister. Maintenant, qu'est-ce que tout cela porte ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Je vais conclure dans le même sens qu'avait conclu tout à l'heure Saïd, c'est-à-dire il y a une volonté de nier les différences essentielles. À partir du moment où on n'a pas le droit d'être différent, de quoi ? Différent d'une majorité qui se prévaut d'une légitimité nationale et identitaire, mais qui s'en prévaut de manière frauduleuse, chacun le comprend, il n'existe pas d'identité nationale correspondant à être blanc, français, de 4 grands-parents français, de couleur blanche et de famille catholique, etc. Ça, je recommande le livre de Saïd sur la France, qui s'appelle L'autopsie d'un mythe national, dans lequel tout ça est expliqué de manière extrêmement détaillée. Il n'en demeure pas moins que, même mythique, c'est cette identité nationale que cherche à préserver le législateur qui prend toutes ces mesures. Autrement dit, la protection des libertés publiques est moins importante que la protection de l'identité blanche, pour l'appeler par son nom. La seule chose, le seul levier sur lequel nous puissions nous appuyer en la matière, c'est que cela serait très difficile à reconnaître et à avouer, et qu'à partir de là, dénoncer les atteintes qui sont portées au droit, même si on ne croit pas soi-même à l'intemporalité absolue du droit et au droit avec un D majuscule, ce droit avec un D majuscule, cette protection des libertés publiques fait partie de l'imaginaire national, et donc les mesures qui ont été prises viennent en contradiction avec ce qu'elles sont censées protéger. C'est un des points d'appui sur lequel nous pouvons agir.